Monsieur Vivas, bonjour et merci Bon- d'avoir accepté l'invitation de l'Immersive. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, directeur du site d'information legrandsoir.info. Administrateur. Oui. Oui, et vous avez publié La face cachée de Reporters sans frontières en 2007 aux éditions Aden. Nous avions parlé lors de la première partie de cette immersive par rapport à ce livre et de RSF, Reporters sans frontières. Je rappelle aussi que vous êtes auteur de 20 livres, dont 2 ont été primés et un a été édité aux USA, en Amérique et en Chine. Maxime Vivas, vous vous êtes 2 fois rendu à Jiang, dites-moi si tout à l'heure si j'ai bien prononcé cette région en Chine. Vous, à travers un deuxième livre dont on va parler justement aujourd'hui, vous démontez la fable du génocide des musulmans ouïghours en Chine, vous révélez quels en sont les prosélytes et leurs liens avec des responsables américains, donc dans votre livre intitulé Ouïghours pour en finir avec les fake news. Ce livre a été édité, il a paru aux éditions La Route de la Soie. Et ma question, ma toute première question, toute simple, comment le journaliste, l'écrivain français que vous vous êtes dit un jour, il faut que j'aille en Chine, il faut que j'aille voir de visu ce qu'il en retourne par rapport à ce prétendu génocide des musulmans ouïghours en Chine. En fait, c'est déjà une vieille histoire. Je suis allé en Chine pour la première fois en 2008. Je n'avais aucune appétence particulière envers la Chine. Moi, je suis d'origine espagnole et je m'intéressais plutôt aux pays de langue espagnole et notamment à l'Amérique latine. Mais il se trouve qu'un de mes fils se trouvait en Chine en 2008. Il avait suivi sa compagne qui faisait un stage là-bas. Et puis, il nous avait invités à Pékin. Et donc, avec toute ma famille, nous sommes partis en Chine en touriste, un peu naïf. Et ce que nous avons vu était tellement différent de l'image de la Chine telle que nous la donnent les médias, que nous avons été surpris et j'ai écrit une série d'articles sur mon site Le Grand Soir, dont je suis administrateur. Et du coup, ça a intéressé les Chinois et ils m'ont invité en 2010 à me rendre au Tibet avec d'autres journalistes, notamment un grand reporter du Figaro et un grand reporter du Monde, qui sont les 2 plus grands quotidiens français, pour voir ce qui s'est passé au Tibet. Et à mon retour du Tibet, là aussi, j'ai été tellement surpris entre la différence qu'il y avait entre ce qu'on nous disait et ce que nous avons vu, que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Dalai Lama Passy-Zen, et qui va être d'ailleurs réédité au mois d'octobre avec 3 chapitres supplémentaires qui vont traiter des problèmes de viol, agression sexuelle et pédophilie au sein de l'équipe du Dalai Lama. Et donc, certainement que ce livre-là, qui a été traduit en 6 langues, a intéressé les Chinois au point qu'ils m'ont proposé de me rendre au Xinjiang avec une délégation de 40 journalistes de 20 pays différents. Et je suis allé donc en 2016 pour la première fois au Xinjiang. Et puis là aussi, j'ai écrit des articles et on m'a proposé de revenir une seconde fois en 2018. Là, je suis allé avec ma compagne et donc on a passé aussi 15 jours là-bas. Et donc, à mon retour, bien, j'ai écrit ce livre qui est paru en décembre 2020, qui s'appelle Ouïghour pour en finir avec les fake news et qui m'a valu des déboires innombrables. Très bien.
Monsieur Vivas, votre témoignage dérange. Vous n'avez pas été invité, hein, suite à la sortie de votre livre, vous n'avez pas été invité par beaucoup de médias français mainstream, hein. Vous avez été attaqué car votre livre sur les Ouïghours, les musulmans, donc cette minorité musulmane chinoise qu'on appelle les Ouïghours, donc les propos que vous rapportez dans votre livre ne versent pas du tout dans l'intérêt du narratif des médias occidentaux en général. De quoi il en retourne? De qui il en retourne? Est-ce que la Chine tue les Ouïghours musulmans? Non, je vais d'abord dire que quand mon livre est sorti en décembre 2020, dans les mois qui ont suivi, il y a eu une vraie avalanche de grêle, on aurait dit des sauterelles qui me sautaient dessus, des médias. J'ai été au contraire beaucoup invité par les médias, mais chaque fois, c'était un piège, un guet-apens, ou alors des interviews à charge. En fait, il n'y a pas eu de vrai dialogue entre un auteur, un témoin, et des journalistes. Il y avait une volonté de démolir l'auteur et à défaut de pouvoir démolir ce qu'il avait dit, parce que ce que j'ai écrit dans mon livre est irréfutable et on va en reparler tout à l'heure. Vous allez voir que ce que j'ai écrit en 2020 s'avère en 2024, en 2023. Et donc, ici, j'ai eu des journalistes qui m'ont interviewé. D'ailleurs, à la fin, j'ai refusé. C'était systématiquement tellement hostile à ce que j'étais et à ce que j'ai dit qu'à la fin, je refusais les interviews, y compris par des chaînes de télévision importantes qui avaient une grande audience. J'ai aussi refusé une interview de l'AFP. L'AFP, c'est quand même une agence de presse mondiale. Je refusais aussi parce que chaque fois, je savais ce qu'ils allaient dire, ce qu'ils allaient dire sur moi et sur ce que j'ai écrit. Donc, il y a eu effectivement ça, il y a eu des insultes, il y a eu des menaces, des insultes, des insinuations, des calomnies. C'est incroyable. D'ailleurs, pour tout vous dire, je suis en train d'écrire le tome 2 de mon livre, dans lequel je rappelle ce que je disais, je raconte ce que la presse en a dit, et je raconte maintenant la vérité telle qu'elle apparaît à travers des organismes internationaux et à travers le rapport de l'ONU, quoi qu'on en pense, et à travers aussi des écrits d'intellectuels américains prestigieux qui sont considérés comme les plus grands intellectuels au monde. Donc je fais ce tome 2 qui est une sorte de revanche. Alors, vous me posez la question, est-ce que la Chine tue les Ouïghours? Ce qui a été reproché, la campagne de presse qui a démarré à peu près en 2018, était basée sur quelques insinuations, quelques fake news qui étaient: il y a un génocide, la langue ouïghour est éradiquée, il y a aussi des emprisonnements massifs et aussi des esclaves dans les champs de coton. Ça a été ça, en gros, ça a été les grands thèmes qui ont été développés. Le pire de ces accusations mensongères a été quand même, à mon avis, celle qui prétendait que les Chinois opéraient et amputaient des enfants ouïghours pour vendre les organes à des pays arabes. On a même parlé de l'Arabie saoudite. Tout ça, évidemment, était totalement inventé et tout ça partait d'officines américaines qui étaient liées à la CIA. Donc tout ça était faux. Et aujourd'hui, on sait que c'est faux à tel point que les journaux qui m'ont attaqué sur ces points-là font prudemment marche arrière. Il n'y a plus en France beaucoup de journaux qui parlent de génocide, par exemple. Ils essaient de tourner ça de façon différente. Et le rapport de l'ONU, après une enquête au mois d'août l'an dernier, une enquête qui a eu lieu pendant le premier semestre de 2022 au Xinjiang et qui s'est traduit par un rapport, qui n'est pas un rapport d'ailleurs, en août 2022, ce rapport-là ne prononce pas le mot génocide. Il n'y est pas. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Ce rapport-là ne parle pas non plus de camps de concentration. Tout ça a été inventé. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est effectivement un pays qui était en plein développement, mais aussi, et je le dis dans mon livre, et je le dis et le redis, et même quelquefois je trouve que j'insiste un peu trop, c'est un pays qui est sous la menace d'extrémistes islamistes et qui donc prend des précautions.
Et quand on prend des précautions policières, notamment pour se préserver d'attentats meurtriers comme il y en a eu, eh bien c'est désagréable pour le touriste qui s'y rend, pour le journaliste et aussi pour la population. Voilà. Donc moi je raconte dans mon livre que il y a des, quand vous roulez sur la route, il y a des checkpoints. On n'a pas ça en France. Il y a beaucoup de caméras de surveillance. Enfin, que si vous voulez demander une carte SIM pour votre téléphone, il faut remplir des formulaires et donner son passeport. C'est assez compliqué. Donc on voit bien qu'il y a un pays, qui est une région, qui est en fait sous la pression de risque d'attentat. Il y a donc des mesures qui sont prises. Mais, cela dit, les Ouïghours ne représentent que la moitié de la population du Xinjiang. Donc, c'est pas l'ensemble du Xinjiang qui est dangereux. C'est dans cette minorité, une minorité encore. Ce sont quelques extrémistes. Il faut voir aussi les gens ne le savent pas ou veulent ne pas le voir, que le Xinjiang est frontalier avec l'Afghanistan et le Pakistan. Et que par ces frontières-là, des extrémistes ouïghours partent en Syrie et font la guerre contre le gouvernement syrien et reviennent armés, formés. Et donc, il y a un vrai problème aussi de sécurité. Et on risque actuellement de voir des gens armés et entraînés qui feraient le va-et-vient pour changer ce qu'est la région du Xinjiang. Et le but final, qu'on ne rappelle pas assez, c'est pas de défendre la religion. La religion est entièrement défendue, la religion est libre. La religion est plus libre et plus, plus visible dans l'espace public que ne l'est chez nous, par exemple, la religion catholique. Il y a des lois chez nous, des lois sur la laïcité, qui interdisent de faire ce qu'on voit au Xinjiang avec la religion musulmane. Alors justement, Monsieur Vivas, la constitution chinoise stipule explicitement que la liberté de croyance et la liberté de religion sont assurées. Mais on note que le problème qui circule actuellement est lié à la persécution d'une catégorie de musulmans résidant dans la région autonome du Xinjiang, j'ai du mal à prononcer la région, donc des Ouïghours musulmans. Ma question serait encore, pour être clair, il serait question plutôt d'une tendance séparatiste purement politique de ces Ouïghours extrémistes que vous avez appelés des extrémistes islamistes? Bien sûr, parce qu'en fait, le fin mot de l'histoire, ce n'est pas la religion, puisque je vous dis que la religion est libre. Il faut voir, il suffit d'aller sur un moteur de recherche et de taper mosquée de Kashgar, qui est la plus grande mosquée de Chine et peut-être même du monde. Elle peut accueillir 10 000 fidèles. Notre-Dame de Paris ne peut en accueillir que 9 000. C'est immense. Vous tapez Kashgar, mosquée de Kashgar, et vous allez voir des scènes de liesse. Il y a une magnifique esplanade très grande, et vous allez voir des musulmans qui dansent pour la fin du Ramadan. Et c'est une foule immense qui fait la fête. Et donc, c'est pas ce qu'on peut voir si la religion est interdite. Enfin, les mosquées sont nombreuses. Il y a plus de mosquées dans cette région que dans l'ensemble des États-Unis d'Amérique. Donc, les gens font ce qu'ils veulent. Ils pratiquent la religion. Moi, j'ai vu une école coranique. J'ai vu en public, dans le souk de Kashgar, un marchand de tissus qui nous tourne le dos, qui se met à faire la prière musulmane. Donc, les gens peuvent effectivement librement vivre leur religion. Ce qu'on leur demande, c'est de ne pas se servir de la religion à d'autres buts, dans d'autres buts. Et les autres buts, c'est effectivement, d'une part, de créer des troubles en Chine pour affaiblir la Chine. Hein. Il y a des officiels américains qui l'ont dit clairement, depuis très longtemps, qui ont dit qu'en fait, il fallait attaquer la Chine à partir de son flanc ouïghour, que c'était un endroit qui était effectivement favorable pour pousser les Chinois à Pékin et pour affaiblir la Chine. Mais si vous regardez bien aussi, et vous avez eu raison de le dire, toutes les manifestations qu'on peut voir, et ça je le constate en France, toutes les manifestations qu'on peut voir, toutes sont avec des drapeaux du Turkestan oriental. C'est un drapeau bleu
On le voit très bien, il était assez spectaculaire, mais il n'y a pas dans les manifestations des drapeaux ou des pancartes qui demandent la liberté de la religion. C'est toujours des drapeaux qui demandent l'indépendance de cette région. Cette région, c'est 1/6 de la Chine. C'est 3 fois le territoire français. C'est le départ de la route de la soie. C'est une région où on compte beaucoup de minerais utiles. Donc, il y a très peu de chances que le gouvernement chinois accepte son indépendance. Donc, ça ne se fera pas. Tout ce qu'on peut faire, effectivement, et c'est ce que veulent faire les Américains, eh c'est créer des troubles et donc créer en permanence une tension dans cette région qui a toujours été une région un peu en retard par rapport aux autres et dans laquelle la Chine non seulement ne fait pas de discrimination négative, mais fait des discriminations positives pour essayer de faire accélérer la progression du Xinjiang. Et par exemple, pour vous donner un exemple précis, les étudiants ouïghours qui veulent rentrer dans une université bénéficient au départ d'un certain nombre de points que n'ont pas les autres étudiants, que n'ont pas les étudiants Han de Pékin, et pour pouvoir réussir leur examen. Donc il y a une volonté de la Chine tout entière, du gouvernement chinois, de hisser le Xinjiang au niveau des autres régions, aussi en aidant beaucoup pour la création d'industries, d'écoles. Tout ça se fait beaucoup. Et puis aussi pour que tous les Ouïghours parlent la langue de leur pays, qui est le mandarin. Et moi, j'ai pu voir, et je l'ai déploré, que dans cette région, on trouvait des gens qui ne parlaient que le ouïghour. Alors vous comprenez, c'est comme si en France, on trouvait des gens qui ne parlent que le basque et le breton et ne parlent pas le français. En France, on a imposé en 1500 et quelques, c'est François Ier, je crois, on a imposé une langue unique qui est le français, la langue d'Oï, mais avant, il y avait 40 langues parlées en France. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas passer d'une région à l'autre et se faire comprendre. Aujourd'hui, on peut traverser le pays en large et en long, et partout où on va, on est compris parce qu'il y a une langue unique. Donc, c'est ce que font actuellement les Chinois. Il y a des centres de formation que nos médias appellent des camps de concentration, dans lesquels on apprend aux Ouïghours des métiers, et aussi dans lesquels on apprend la langue de leur pays, c'est-à-dire le mandarin. La question est très délicate, surtout par rapport au monde arabe. Vous le savez comme moi, Monsieur Vivas, qu'il y a beaucoup de francophones dans le monde arabe qui sont en même temps arabophones. J'ai épinglé, en préparant cette immersive avec vous, Monsieur Vivas, un passage d'un article sur Al-Jazeera.net. Al Jazeera, c'est une télévision qatari, vous le savez, qui, à un moment donné de son lancement, a été très, très suivi par les arabophones du monde entier, notamment les Arabes eux-mêmes. Je vais vous le lire, il résume un petit peu ce que vous êtes en train de démonter à l'instant. Il dit ceci: la souffrance des musulmans ouïghours concentrés dans la région du Turkestan oriental, connue sous le nom de Xinjiang, a atteint un degré sans précédent selon le département d'État américain à travers son rapport présenté le 4 décembre 2018. Il a confirmé que plus de 2 millions de musulmans sont passés dans des centres de torture, à des camps de concentration où se déroule un processus de lavage de cerveau et de lavage de l'identité sur la base des principes islamiques, en commençant par l'éducation forcée d'individus dans la langue chinoise, le mandarin, puis en enseignant les principes du Parti communiste qui contrôle la scène politique en Chine, tout en assurant les individus de la nécessité de l'obéissance et de la loyauté totale au parti s'ils veulent quitter le camp et continuer leur vie en Chine. Je vous l'ai lu textuellement du site de Al Jazeera.net. Quel serait votre point de vue par rapport à cela? Mais ce que vous venez de me lire, ce sont justement des points de vue. Ce ne sont pas des faits concrets, factuels.
vérifiés. Ce sont des points de vue. C'est un journaliste qui fait un discours à partir de ce qu'il croit savoir du Xinjiang. Et en fait, par exemple, je l'écoute dire que on veut former les Ouïghours, la Chine veut former les Ouïghours au principe du Parti communiste. Mais ce qui veut dire, ce qui est la vérité, c'est que les Ouïghours sont formés à la connaissance de la constitution chinoise. Et nous, vous savez, on a eu ça en France à une époque, quand j'étais jeune en tout cas, on avait ça à l'école, ça s'appelait des cours d'instruction civique. C'est-à-dire qu'on apprenait aux jeunes Français ce qu'était la loi, ce qu'était la République, etc. Alors on pourrait dire que c'était une allégeance forcée de la propagande, mais en fait c'était former une population à une conception globale assez large, hein, qui s'appelle la République, dans laquelle on peut discuter. Mais enfin voilà, donc là actuellement, c'est effectivement les Ouïghours sont formés à la connaissance de leur pays, des lois de leur pays, du système politique de leur pays, mais ça ne veut pas dire que les Ouïghours sont obligés d'adhérer au Parti communiste chinois. Moi, j'ai interrogé un Ouïghour qui m'avait reçu chez lui et je lui ai demandé s'il était musulman. Il m'a dit oui, je vais tous les vendredis à la mosquée. J'ai dit, est-ce que vous êtes membre du Parti communiste chinois? Et là, il avait éclaté de rire. Non, donc il était, voilà, et on peut ne pas être membre du Parti communiste chinois. Et à la mosquée, vous savez, il y a 95 millions de membres du Parti communiste chinois sur 1,4 milliard d'habitants. Donc c'est faux de dire que on oblige les Ouïghours à adhérer aux principes et à l'idéologie du Parti communiste chinois. Je voudrais aussi dire une chose sur les persécutions, la torture, ce qu'on entend, c'est qu'il faudrait aussi à un moment donné faire fonctionner sa capacité à raisonner logiquement. Le Xinjiang a 8 frontières extérieures. 8 frontières. Donc il y a 8 moyens pour les Ouïghours de fuir le Xinjiang. Et on voit bien que partout dans le monde, quand une population est malheureuse, quand elle est opprimée, les gens fuient. On voit comment des millions actuellement d'Ukrainiens ont quitté leur pays, des millions. Et comment se fait-il qu'au Xinjiang, avec 8 frontières extérieures, il n'y ait pas d'exil, il n'y ait pas d'exode? Il n'y a pas d'exil, il n'y a pas d'exode, parce que ce qu'on raconte sur les malheurs du peuple ouïghour est faux. Ce que les Ouïghours voient, ce que voient tous les habitants d'ailleurs du Xinjiang, c'est qu'il y a des choses qui se font, qui s'améliorent, qui se développent, et que leur vie est meilleure aujourd'hui qu'hier. C'est ça. Vous savez, Monsieur Vivas, que dans le monde arabe, en l'occurrence, vous avez plein d'associations qui ont vu le jour et qui collectent de l'argent pour aider les musulmans ouïghours en Chine. Et je reviens à Al Jazeera qui est perçue, cette télévision à Qatari, donc elle est perçue comme étant le média qui s'adresse à près de 1,5 milliard d'arabophones, voire à plus d'1 milliard de musulmans, puisqu'elle est déclinée en plusieurs langues, notamment l'anglais d'ailleurs. Et je vais juste vous citer, vous lire très brièvement un autre petit paragraphe du même article qui se trouve toujours sur aljazeera.net. Elle dit aujourd'hui, la souffrance des Ouïghours a atteint un degré de gravité sans précédent, surtout après l'adoption de nombreuses lois de persécution à leur encontre, à commencer par l'interdiction du port du voile dans les lieux publics et les transports, voire les cérémonies de mariage avec l'imposition d'une amende de 353 $ pour quiconque enfreint cette loi et interdiction de jeûner pendant le mois sacré de Ramadan, avec interdiction aux enfants de prier dans les mosquées, en interdisant de donner aux nouveau-nés en interdisant de donner aux nouveau-nés des prénoms musulmans, en empêchant l'importation de livres du Coran, enseignant les rituels islamiques et tout ce qui concerne la religion ou l'histoire islamique. La Chine traite l'islam comme une maladie mentale. Les médias rapportent
que des détenus ont été forcés de manger la viande de porc et de boire de l'alcool. Fin de citation. J'aimerais votre témoignage. Vous êtes allé 2 fois dans cette région. Est-ce que vous avez vu ce qui est décrit dans ce paragraphe de l'article d'Al-Jazeera.net? Oui, mais en fait, là, vous venez de me lire un passage qui est un tissu d'invention qui tourne comme ça en boucle et dans lequel on ne peut pas montrer le moindre début de commencement d'une preuve. Moi, j'ai vu le contraire. J'ai vu le contraire. Le port du voile. Alors, si le port du voile, c'est le port de la burqa, oui, c'est interdit et je me félicite que ce soit interdit. Très bien. Si le port du voile, c'est le port d'un voile sur la tête, mais ce n'est pas interdit. Donc, qui cache le visage. Ah, qui cache le visage, oui, mais ça ne sait pas. D'ailleurs, en France, c'est interdit, je vous signale. Hein. On n'a pas le droit de se promener dans la rue en ayant le visage masqué. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ça en Chine. Je pense qu'il y a des dizaines de pays à travers le monde où on a. C'est interdit dans la plupart des pays dits musulmans. Voilà. Le journaliste que vous avez cité dit qu'il est interdit d'importer des livres de Coran. Alors, enfin, il ment. Hein. Ce qui est interdit, c'est d'importer la propagande, je ne sais plus laquelle branche extrémiste de l'islam, et la plus violente. C'est cette branche-là, les livres qui propagent effectivement la violence. Ces livres-là sont interdits. Mais le Coran, moi j'ai vu une école coranique, encore une fois, dont le Coran n'est pas interdit. Il est interdit de jeûner, mais c'est pas vrai. En fait, ils prennent, je sais comment ils font, hein, ils prennent des directives qui ont été faites, qui ont été données aux autorités du Xinjiang pour contrôler, déceler et éradiquer l'extrémisme, ils les prennent et ils les modifient. Par exemple, il y a une directive qui dit, pour opérer un petit peu les futurs possibles auteurs d'attentats, on dit si un jeune d'un seul coup se met non seulement à jeûner, mais à obliger toute sa famille à jeûner, on voit bien qu'il s'est radicalisé. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que le jeune ne peut pas jeûner. Encore une fois, je vous dis, allez voir sur votre moteur de recherche et vous allez voir comment est fêtée la fin du jeûne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Prier, je vous l'ai dit, j'ai vu des prières en public, et puis les mosquées existent pour qu'on prie. Et puis j'ai vu aussi, moi j'ai vu des femmes en scooter, ils ont des scooters électriques, tous les scooters sont électriques, des Ouïghours, elles ont sur la tête un voile à cause du vent et des cheveux, mais après elles sont en jupe sur la scooter. Moi j'ai pris une photo d'ailleurs, j'ai vu des Ouïghours attablés dans un café en train de boire du thé et de manger des petits gâteaux. Devant elles ont toutes posé leur smartphone. J'ai demandé à prendre une photo, elles ont dit oui, elles riaient, voilà. Mais dans quel pays musulman, dans quel pays où la religion musulmane prévaut, on peut voir des femmes comme ça au café, toutes seules, sans un homme, et qui acceptent en riant de parler à un étranger. J'ai vu dans un complexe sportif une école de danse avec des jeunes Ouïghours en juste corps, vous savez, qui se tiennent à la barre et qui lancent leurs jambes par-dessus la tête. Hein, les jambes nues. Dans quel pays musulman on peut voir ça? Où? En Afghanistan? Au Pakistan? En Arabie Saoudite? Mais certainement pas. La liberté des Ouïghours est beaucoup plus grande maintenant que dans ces pays-là. Et moi, je prie, si vous devez prier, pour que en fait, le gouvernement chinois ne cède pas un pouce aux extrémistes religieux. Donc, ce que vous a dit, ce que dit Al Jazeera, ce sont des mensonges, mais je les ai lus 10 fois. J'ai répondu dans mon premier livre là-dessus. Je vais y revenir dans mon second livre. Ce sont des mensonges qu'on rencontre comme ça pour faire peur. On a obligé les gens à manger du porc. Moi, j'ai vu une école maternelle, et je l'ai vue. Parce que, mine de rien, je suis parmi ceux qui parlent du Xinjiang. Je pense que je suis le seul à y avoir été 2 fois et avoir enquêté. J'ai vu dans une école maternelle, dans le cuisinier, qui préparait le repas des enfants, et c'était des repas halal. Voilà. Donc, on peut dire ce qu'on veut, qu'il y a des camps de concentration,
que les gens sont torturés, que les femmes sont violées, que les enfants sont amputés. On peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas le début de commencement d'une preuve. Ce sont des choses qu'on raconte parce que ça intéresse les États-Unis d'ébranler la Chine à partir du Xinjiang, comme ils ont essayé naguère à partir du Tibet. Mais apparemment, à partir du Tibet, ils ont perdu, ils le savent, et le Dalai Lama est un peu moins intéressant pour eux aujourd'hui, comme ils ont essayé aussi à Hong Kong, mais à Hong Kong, apparemment, ça n'a pas marché, comme ils essaient à Taïwan, comme ils essaient donc au Xinjiang, comme peut-être ils essaieront demain avec la Mongolie. Donc c'est le but des États-Unis, de faire en sorte de rester la première puissance du monde, pour pouvoir continuer à faire la loi et pour pouvoir continuer à faire des guerres là où ils peuvent. Vous savez, le pays du monde qui a tué le plus de musulmans, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas la Chine. En Irak, il y a eu des centaines de milliers de morts à partir d'un fake news qui était celui de Colin Powell, secrétaire d'État, qui avait brandi à la tribune de l'ONU une petite fiole en disant que c'était un échantillon de l'arme de destruction massive de Saddam Hussein. C'était un mensonge terrible. Et à partir de ce mensonge, les États-Unis, avec l'opinion publique qui les a soutenus, ont envahi l'Irak, ont détruit l'Irak, ont ruiné l'Irak et ont tué des centaines de milliers d'Irakiens, hommes, femmes et enfants. Donc, si on veut parler des dommages qui sont faits ou qui sont subis par les Arabes, il faudrait parler de ces cas-là et non pas de ce qui se passerait supposément au Xinjiang. Alors, vous me dites Al Jazeera, moi je ne sais pas à qui appartient ce journal, qui le paie. Je sais que le Qatar est Non, Al Jazeera, c'est d'abord une très grande chaîne de télévision qui est émise par satellite notamment, et elle est captée dans le monde entier. Il y a Al Jazeera en langue arabe qui est très suivi, et je vous ai dit beaucoup moins certainement après les printemps arabes du fait de son implication. Et elle est, enfin, c'est un secret pour personne. C'est une télévision publique. Elle est financée par l'argent qatari. Voilà. Le Qatar, dans lequel on va trouver le centre de commandement de l'armée américaine pour toute la région. Donc voilà, le Qatar n'est pas un pays qui, à mon avis, est tout à fait neutre avec les États-Unis. Mais cela dit, je ne sais pas comment vote le Qatar quand il y a des résolutions sur la Chine à l'ONU, mais je sais que la plupart des pays arabes ne votent pas contre la Chine. Quand il y a eu des résolutions pour condamner la politique de la Chine au Xinjiang, si vous regardez un petit peu comment ont voté les pays à l'ONU, vous verrez que les pays arabes ne condamnent pas la Chine. Donc il peut y avoir des journaux, le Qatar peut-être, mais les pays arabes ne se trompent pas. Ils ont compris en fait que les musulmans sont mieux considérés en Chine que dans des pays comme la France, l'Amérique ou d'autres où en fait ils sont persécutés. Monsieur Vivas, ici à Bruxelles, au Parlement européen, il y a une personne comme vous, écrivaine, comme vous, journaliste, mais il est devenu eurodéputé. Il s'appelle Raphaël Glucksmann, pour ne pas le nommer. Lui, il est vraiment le porte-drapeau, le porte-voix des Ouïghours. Il défend la cause des Ouïghours au Parlement européen et il affirme tous les jours que Dieu fait que cette minorité en Chine est persécutée et risque gros si l'Union européenne ne la défend pas. De temps en temps, on passe par, vous savez, ce qu'on appelle ici à Bruxelles le quartier européen, là où se trouve le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil et la Commission européenne, et on va trouver de temps à autre une poignée de personnes, effectivement habillées en bleu. Ils ont des drapeaux bleus et ils disent qu'ils sont ouïghours et ils sont là. Ils manifestent pour demander de l'aide et le soutien à l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que d'abord, quand on écoute quelqu'un qui parle du Xinjiang, il faudrait d'abord savoir qui c'est.
il faudrait voir un petit peu le passé de Raphaël Guzman. Il faudrait, dans mon livre, je crois, j'en parle. Raphaël Guzman a d'abord été pendant un temps conseiller spécial du président de la Géorgie. Il a été le mari de la ministre de l'Intérieur de Géorgie au temps où il y avait une répression féroce contre le peuple géorgien. Et il a dû fuir la Géorgie avec le président géorgien et sa femme pour échapper à la prison quand il y a eu des troubles et quand ils ont été renversés. Donc, comme démocrate, on trouve mieux. Ensuite, c'est un homme qui n'est jamais évidemment allé au Xinjiang et qui parle à partir de ce qu'il a lu et qui invente à la limite. Par exemple, moi je l'ai entendu au Parlement européen dire au Xinjiang, vous êtes barbu, hop, en camp de concentration. Mais moi j'ai vu des barbus. J'ai vu des barbus au Xinjiang. Ils n'étaient pas en camp de concentration. Il dit au Xinjiang, vous lisez le Coran, hop, en camp de concentration. Mais moi j'ai vu des Ouïghours qui lisaient le Coran. Au Xinjiang, vous priez, hop. Voilà, donc il ment systématiquement, c'est son fonds de commerce, il sait qu'il ment, mais enfin il en rajoute parce qu'en fait il joue sur l'émotion. Il ne joue pas sur la raison, il ne joue pas sur des faits vérifiés, il joue sur l'émotion. Et vous savez, quand les médias, y compris d'ailleurs Libération, le quotidien français Libération, qui maintenant s'en défend, mais pourtant dit qu'il y a des prélèvements d'organes sur les enfants ouïghours, quand vous dites ça, vous êtes sûr de provoquer l'émotion et de provoquer la colère, et voire la haine contre la Chine. Mais ce n'est pas vrai. Donc c'est comme ça que fonctionne Raphaël Glucksmann. Moi je suis tout à fait désolé qu'il ait été élu député européen sur une liste de gauche du PS. J'espère que pour les prochaines élections, le groupe NUPES auquel il appartient ne le reconduira pas. Et en tout cas, moi, je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas reconduit, que cet homme-là est un opportuniste et puis il n'a aucune leçon à donner de démocratie. Il faut se rappeler qu'est-ce qu'il faisait en Géorgie. En évoquant le Parlement européen, le Japon, le Parlement japonais a reçu le congrès des Ouïghours, des représentants de Ouïghours qui se sont donc organisés et reçus officiellement par le Premier ministre japonais, par le président du Parlement japonais. Enfin, là aussi, il n'y a pas de secret, tout le monde sait les relations qui lient les deux pays voisins, hein, le Japon et les Chinois. Les relations ne sont pas les meilleures au monde. Comment vous expliquez tout cela? Moi, dans mon livre que je vais vous montrer, Les Ouïghours pour en finir avec les fake news, dans ce livre-là, qui est paru en 2020, en décembre 2020, je raconte ce qu'est le Congrès mondial ouïghour. C'est une organisation qui est financée par les États-Unis et notamment qui est financée par on en parlait l'autre fois, par une société écran, un paravent de la CIA, qui s'appelle la National Endowment for Democracy, la NED, la Fondation nationale pour la démocratie. Et donc, le Congrès mondial ouïghour est financé par ces gens-là. Donc, à partir de là, quel crédit on peut leur apporter? C'est la CIA qui alimente en dollars cette organisation-là. Que voulez-vous qu'elle fasse? Elle peut aller au Japon ou n'importe où, elle ne peut que dire du mal de la Chine et de la politique de la Chine au Xinjiang. Vous savez, à un moment donné, peut-être les Grecs disaient, dans l'Antiquité, ou dans le théâtre grec, on disait « De quel lieu me parles-tu » Voilà. Il faut savoir de quel lieu tu me parles, je comprendrai mieux ce que tu me dis et pourquoi tu me le dis. Il y a un autre dicton qui dit que celui qui paie l'orchestre choisit la musique. Eh bien, le Ouïghour, comme beaucoup d'organisations, autrefois on parlait de Reporters sans frontières, sont financés par ces gens-là et par conséquent, ils jouent la partition qu'on leur demande de jouer parce qu'ils ont été payés pour ça. Il n'y a pas le moindre crédit à apporter à une organisation comme le Congrès mondial ouïghour. Vous pensez que moi, journaliste professionnel, si je vais à l'ambassade de Chine à Bruxelles et que je demande une accréditation pour me rendre
dans cette région pour rencontrer des Ouïghours ou pour réaliser un documentaire ou un reportage ou voir une émission de débat, on me laisserait faire. Moi, je vous dis qu'en 2016, je vous ai dit, et puis je l'ai écrit, qu'en 2016, j'étais au Xinjiang avec 40 journalistes de 20 nationalités. Et depuis 2016, vous avez travaillé librement sur place. Bien sûr. Alors, il y a le problème de la langue. Quand on ne parle pas la langue, il faut des interprètes et il y a tout ça. Puis il y avait aussi des consignes de sécurité pour protéger les journalistes parce que, encore une fois, je vous disais que c'est une région qui est encore un peu dangereuse. Donc, oui, j'ai pu travailler, mais vous savez, je vous disais que moi j'étais avec 40 journalistes, mais depuis, il y a eu des centaines de journalistes, il y a eu des dizaines d'organisations diverses qui sont allées au Xinjiang. En 2022, il y a eu une commission d'enquête de l'ONU, conduite par Michel Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Donc, on peut y aller. Cela dit, on peut avoir un visa, c'est pas très difficile. Cela dit, si c'est pour aller au Xinjiang, pour se donner des justificatifs et dire ce qu'on a déjà dit ici avant d'y avoir été, si c'est pour dénigrer, si c'est pour pouvoir se donner une sorte de caution, une sorte de vernis, c'est pas la peine. Je pense que les Chinois ne délivreront pas de visa à qui, en sachant qu'ils vont faire venir dans leur camp, dans leur pays, des menteurs qui savent qu'avant de partir, qu'ils vont mentir. Vous savez, le philosophe Sénèque disait à quoi bon voyager si tu t'emportes avec toi. On a des gens qui partiraient volontiers au Xinjiang en emportant avec eux tout ce qu'ils ont lu dans la presse, tout ce que la CIA leur a dit, et qui vont chercher à vérifier si c'est vrai. Quand on cherche comme ça à dénigrer, on arrive toujours à le faire. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que le Xinjiang était une région qui était encore sous la pression des risques d'attentats et de violences islamistes. Et donc, si on veut trouver des informations qui montrent ça, pour dénigrer la Chine, on peut le faire et on va le faire. D'ailleurs, moi, je l'ai fait et je l'ai dit dans mon livre. Je n'ai rien caché de tout ça. Et je continue à ne rien cacher. Vous savez, quand on veut discuter d'un pays ou de la politique d'un pays, quand on est journaliste, quand on est écrivain, le premier principe, c'est de ne pas mentir. Seule la vérité est révolutionnaire, disait Gramsci, je crois. Et donc, il ne faut pas mentir parce que le mensonge se retourne toujours contre ceux qui ont menti. Et dans cette affaire du Xinjiang, moi, j'ai écrit un livre en 2020, je vous disais, qui m'a coûté beaucoup de déboires. J'ai eu pratiquement toute la presse française qui m'est tombée dessus. Mais quand je reprends maintenant, 3 ans après, ce qu'ils ont dit et ce qu'on voit, et ce que disent d'autres voix autorisées, eh bien, je me rends compte qu'en fait, j'ai bien fait de dire que ce que j'avais dit. Et moi, je peux supporter la comparaison entre ce que j'ai écrit et la réalité. Tout à l'heure, vous parliez du Qatar, je crois, ou d'Al Jazeera. Je ne sais pas, ils n'ont pas bien vu que des conseillers, des avocats conseillers du cabinet qui conseille le président Biden lui ont dit d'arrêter avec cette fable de génocide. Là, c'est vrai qu'on en parle moins. Et justement, par rapport au dénigrement auquel vous aviez fait face au sortir de votre livre, je lis ici 2-3 lignes chez Libération, notre confrère Libération, qui disait de vous, cet ergonome retraité toulousain qui précise, entre guillemets, ne pas être spécialiste de la Chine, vient de publier un livre qui bénéficie d'une promotion planétaire orchestrée par Pékin aux fins de discréditer les accusations de génocide des musulmans, des Ouïghours, du Xinjiang. C'est incroyable. Il y a à peine 3 ans, ce qu'on disait de vous. D'autant plus que cette journaliste de Libération qui s'appelle Laurence Defranou, Laurence Defranou voulait m'interviewer. J'avais accordé l'interview téléphonique d'une demi-heure. Finalement, ça a duré 2h30. Et après l'interview, on a discuté un petit peu, on était un peu épuisé.
Et elle m'a dit, vous savez, je lui ai demandé des renseignements sur vous à Renaud Girard, qui est un grand quotidien, un grand reporter du Figaro, et avec qui j'avais été au Tibet en 2010. Donc en 2022, elle est allée demander des renseignements sur moi à quelqu'un qui m'avait connu en 2010. Et elle m'a dit, alors je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Elle m'a dit, il a dit que vous étiez un chic type. Et dans Libération, l'article de Libération qui est paru le 30 mars, c'est devenu Renaud Girard a dit que c'était quelqu'un de truculent, sympathique, mais qui avait des œillères. Voilà. Donc il y a deux versions, celle qu'elle me dit à moi en privé et celle qu'elle écrit dans Libération. Et pire que ça, le lendemain de notre interview qui a duré 2h30 et qui a été assez vif, elle m'a envoyé un mail le lendemain matin en me disant, en me demandant si j'avais bien dormi. Elle n'avait pas pu dormir après notre discussion qui était assez vive. Et elle me dit, j'ai ici pratiquement le texte, elle me dit qu'elle a rencontré en moi un humaniste, un amoureux des libertés, un homme cultivé qui se bat contre les élucubrations sur le Xinjiang. Elle me met ça dans un mail privé en me demandant de ne pas le rendre public. Alors que publiquement, elle dit c'est ergonome. Pourquoi ergonome? Vous avez pour elle essayé de travestir la réalité en Chine. Voilà, donc elle m'a demandé de ne pas rendre ce mail public. Je l'ai gardé pendant un mois, mais au bout d'un mois, je me suis rendu compte que l'article de Libération circulait partout, y compris tout à fait en haut de la page Google. Et donc, j'ai rendu public ce que je viens de vous dire. Et dans le livre que je vais publier, le tome 2 de mon livre sur les Ouïghours, je vais donner son mail. Voilà. Donc, vous voyez, il y a comme ça il y a des doubles langages. C'est très, très pénible. En fait, vous avez des gens en qui vous avez envie de faire confiance, qui vous font des compliments en privé et qui, en public, vous dites le contraire de ce qu'ils ont écrit et essaient de vous dénigrer, essaient de vous dévaloriser. Voilà. C'est dingue. Il sortira quand, le deuxième livre, ou la suite de Ouïghours pour en finir avec les fake news? Là, actuellement, j'y travaille. J'espère l'avoir fini avant la fin de l'année. Il sera publié probablement aux éditions Delga, voilà, qui a déjà publié, qui a publié d'ailleurs, je vais le montrer aussi, parce que c'est très important, si on veut savoir, si on veut en savoir plus sur la Chine. Il y a ce livre que j'ai écrit avec Émeric Monville et avec Jean-Pierre Page. Émeric Monville est l'éditeur. Jean-Pierre Page, c'est l'ancien secrétaire responsable international des affaires internationales de la CGT. Et puis, il y a une préface de contre-amiral Gaucheran. Donc, c'est un contre-amiral, c'est-à-dire l'équivalent de général, qui a fait une préface à un livre qui s'appelle « Les divulgations des anti-chinois en France », parce que nous avons été pris à partie, et notamment moi, j'ai été pris à partie par un institut militaire français qui s'appelle l'IRSEM, Institut de recherche de l'école militaire française, et qui, dans un volumineux rapport de plus de 600 pages, m'a pris à partie plus de 54 fois, avec 8 fois ma photo. Il y a une version anglaise de ce rapport-là où je suis cité 61 fois. Comme ça, le Pentagone et l'OTAN peuvent savoir que je suis, puisqu'il y a aussi ma photo. Voilà, donc on a fait une réponse à ces élucubrations, à ce rapport qui en fait était une attaque à la fois contre moi et puis aussi un tissu d'ânerie sur la Chine. Cette affaire des enfants, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, les enfants chinois, musulmans, ouïghours, à qui on arrache des organes et qu'on les vendait notamment à d'autres musulmans, c'est ça? Oui, enfin, c'est ce qui a été dit. D'ailleurs, dans ce fameux rapport de l'Institut de recherche militaire, on reprend cette fable-là. Ils la reprennent eux aussi. Et Laurence Defranou de Libération, quand je lui en parle, elle me dit « Mais non, Libération n'a jamais écrit ça, ce sont les réseaux sociaux. » Et elle me reproche d'attribuer aux médias mainstream ce qui a été écrit dans les réseaux sociaux. Mais je lui dis « Mais non, madame, moi j'ai une capture d'écran d'une page de Libération dans laquelle vous appelez à la France à faire en sorte que cessent les prélèvements d'organes sur les enfants ouïghours et kazakhs qui en meurent. Ils ont fait ça, Libération a fait ça. Et de surcroît,
Et c'est vrai qu'il y a un tas d'élucubrations incroyables sur les réseaux sociaux, où les gens ne se retiennent pas. Il y en a un qui dit qu'il y a des crémations, on crame les corps, on viole, on oblige les femmes ouïghours dont les maris sont en prison à accepter dans leur lit des rangs, des choses comme ça qui circulent de manière tout à fait extraordinaire. Et donc, ce sont les réseaux sociaux. Et les journaux mainstream disent là, mais nous, on n'a pas dit ça. Oui, vous ne l'avez peut-être pas dit, mais vous le laissez dire. Et ça vous arrange bien, parce que ça fait un socle sur lequel vous pouvez poser vos propres mensonges. En fait, moi, si je fais la moindre erreur, les journaux vont me tomber dessus, mais que les autres, ceux qui sont anti-chinois, fassent ce qu'ils veulent, ça ne va pas gêner du tout les journaux comme Le Monde, Libération. Le Monde qui n'a pas été sympa avec moi aussi, hein. Ils me sont rentrés dedans, mais voilà, enfin tous. Hein. Charlie Hebdo m'a traité de dingo. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur place, les concernés directement, c'est-à-dire les musulmans ouïghours, quand ils ont appris ce qu'on raconte ici en Occident? Alors moi, quand j'étais au Xinjiang pour la première fois, on ne parlait pas trop de ça. Et en 2018, c'était le début de la campagne. Donc, ce n'était pas aussi vif, autant d'actualité qu'aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que les Ouïghours du Xinjiang sont malheureux de ces campagnes parce qu'elles leur portent préjudice. Ce sont des campagnes qui, en fait, portent préjudice au Xinjiang, qui a besoin de se développer. Par exemple, ils ont besoin de vendre du coton. C'est une de leurs principales richesses. Or, il y a une campagne qui a été déclenchée par les États-Unis qui dit que le coton au Xinjiang est récolté par 500 000 esclaves. On n'a pas vu la moindre photo des esclaves. On n'a pas vu la moindre photo des dizaines de milliers de gardes, parce que pour garder 500 000 esclaves, il faut du monde. On n'a pas vu la moindre photo satellite de ces esclaves. Tout ça est entièrement inventé. Et pourquoi c'est inventé? Peut-être il faudrait que les journalistes aussi se posent des questions, comme celles que je me suis posées. Il se trouve que l'ONU, par sa branche FAO, qui s'occupe notamment de l'agriculture et alimentation, a fait un rapport assez complet sur l'évolution des cultures de coton à travers le monde. Et ils ont conclu qu'il va y avoir une surproduction de coton à travers le monde. Or, les 3 pays qui exportent du coton sont les États-Unis, l'Inde et la Chine. En lançant une campagne contre le coton chinois, mais vous éliminez un concurrent. Et on voit bien d'ailleurs que chez nous, en France, il y a des gens qui appellent à ne plus acheter des t-shirts, des choses comme ça, qui viennent du Xinjiang. On a vu qu'un footballeur assez connu, qui était lié par un contrat publicitaire avec le Xinjiang, qui l'a dénoncé à cause de l'esclavage. Donc ça se fait comme ça. Et puis, ça peut courir pendant longtemps. Vous pouvez parler autour de vous de l'esclavage au Xinjiang, des Ouïghours, et les gens vont vous dire oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas un mot de vrai, c'est inventé de A à Z. Vous comprenez? Ce qui est un peu malheureux, c'est que quand on dit ce que je dis et qu'on l'oppose à ce que disent les autres, les gens qui ne sont pas trop informés disent la vérité est au milieu. Mais non, la vérité n'est pas au milieu. Vous savez, il y a eu une époque où on disait que la Terre était plate. Puis après, il y a eu ceux qui ont dit que la Terre était ronde. Mais la vérité n'était pas au milieu. La vérité n'était pas que la Terre était un peu bombée comme un ballon du rugby. La vérité, c'est que la Terre, elle n'était pas plate du tout et qu'elle est ronde complètement. Mais c'est la même chose, c'est ce que je vous dis sur les Ouïghours, sur le Xinjiang. Ils mentent à 100%. Ils mentent. Alors, je veux bien apporter une nuance sur le traitement des prisonniers ouïghours, parce qu'il y a en Chine des prisonniers aussi. Il y en a moins qu'aux États-Unis. La Chine est beaucoup plus peuplée que les États-Unis, mais en nombre absolu, il y a moins de gens en prison en Chine qu'aux États-Unis. Je veux bien qu'on me parle du traitement des Ouïghours dans les prisons au Xinjiang. Et je veux bien qu'on me dise que dans tel ou tel cas, il y a eu des abus. Mais je veux bien le croire, hein, parce que d'abord, ça existe dans tous les pays. Il peut y avoir partout un ou deux ou trois gardiens psychopathes. Ça existe. Donc je ne peux pas dire que en fait, c'est faux à 100%. Mais c'est essentiellement faux. Parce que le gouvernement chinois n'a aucun intérêt à dresser contre lui la population qu'il veut au contraire conquérir. Vous savez, la Chine est un pays plusieurs fois millénaire, il y a 4 ou 5 000 ans.
hein, une civilisation très, très, très fine, très affinée. Les dirigeants chinois ne sont pas des dirigeants africains comme on a connu Amin Dada ou l'empereur Bokassa. Ce sont des gens d'une grande subtilité. Et donc, pourquoi ferait-il ça? Pourquoi essaierait-il par tous les moyens de dresser les Ouïghours contre eux? C'est le contraire. Et justement, M. Vivas, et pourquoi les Chinois ou les pouvoirs chinois vont essayer de discriminer, voire d'exterminer les musulmans, cette minorité chinoise, alors qu'il existe, et corrigez-moi, au moins une quarantaine de religions et de croyances en Chine. Pourquoi pas les autres minorités? Pourquoi les musulmans? Et surtout quand ces mêmes musulmans, on les retrouve aussi ici, chez nous, en Belgique, en France, dans plusieurs pays membres de l'Union européenne, et on ne les aime pas autant. Et de l'autre côté, on aimerait défendre les musulmans, cette minorité musulmane de Chine. Et pourquoi ce double discours et cette hypocrisie, si j'ose le mot? Et pour qui on prend les musulmans? Pour des incultes, des naïfs? Oui, mais je crois que vous avez bien posé le problème. En France, évidemment, j'ai bien compris, en Belgique, on n'aime pas les musulmans, sauf s'ils sont ouïghours. Alors là, on les adore. Hein. Là, on est prêt à se battre pour eux sans avoir vérifié s'ils sont brimés et opprimés. Tandis que chez nous, on peut faire beaucoup de choses contre eux, des choses vérifiées, eh bien, et puis ça ne va pas émouvoir les gens. Ça, c'est la force des médias. Vous savez, vous, tout à l'heure, vous parliez d'Al Jazeera, je crois, ou du Qatar, où sont lancées des collectes en faveur des Ouïghours. Ça, ce sont des organisations qui vont recruter de l'argent. Cet argent va arriver, je ne sais pas comment, mais enfin, ce sera de l'argent idéologique, vous savez bien. Il y a des ONG qui font ça aussi. Quand j'enquêtais sur le Tibet, j'avais vu que la NED, la National Endowment for Democracy, donc ce paravent de la CIA, avait 14 ou 15 programmes spécifiques en direction du Tibet, avec de l'argent qui arrivait. Au Xinjiang, c'est pareil, il y a peut-être un peu moins, mais il y a aussi des programmes de la NED, qui est de l'argent qui arrive pour aider les Ouïghours. Alors, et donc, l'argent n'est jamais tout à fait neutre, l'argent n'est pas donné comme ça, sans vouloir une contrepartie. Moi, quelqu'un me posait une question récemment, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être de vous d'ailleurs l'autre fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je disais qu'il y a des pays qui n'acceptent pas l'arrivée d'ONG. Les ONG ne sont pas toujours des organisations tout à fait neutres, et que donc peut-être que le meilleur moyen, peut-être que la meilleure chose qu'auraient à faire les Chinois, c'est de ne pas accepter qu'entre chez eux de l'argent qui vient de pays d'islam radical. Donc peut-être qu'il ne faut pas l'accepter. Voilà. Comme on en a parlé, je ne sais pas, avec vous, en tout cas dans d'autres occasions, de l'Algérie qui n'accepte pas l'argent, les financements étrangers de ses propres associations, de ses propres médias. C'est une bonne chose pour vous? Oui, moi je crois qu'effectivement, il faut, encore une fois, tout à l'heure je vous le disais, hein, celui qui paie l'orchestre choisit la musique, et quelquefois aussi, il choisit les musiciens, et puis il peut les embaucher ou les débaucher. Donc il faut pas avoir un orchestre qui va être payé par quelqu'un. Voilà. Il faut un orchestre tout à fait indépendant et qui vit avec ses propres ressources. Donc moi, je crois que l'argent est le moteur de la guerre, dit-on, c'est aussi le moteur de toutes les corruptions et de tous les coups tordus. Je pense qu'il n'y a pas eu en Europe et ailleurs d'ailleurs une seule révolution de couleur, ce qu'on appelle les révolutions de couleur, qui n'ait pas été lancée à coups de dollars. Ce sont les dollars, c'est l'argent qui fait ça. Les buts sont partout les mêmes, c'est déstabiliser les pays qui n'obéissent pas au même dictat occidental. Oui, il y a une vraie frénésie aux États-Unis
qui se rendent compte que la Chine progresse à une vitesse extraordinaire, à tous les points de vue, y compris au point de vue de la maîtrise des technologies. Vous savez que 40% des brevets déposés dans le monde aujourd'hui sont des brevets chinois. On est loin de l'époque où on disait que les Chinois venaient acheter des brevets ou venaient espionner. C'est fini, c'est maintenant, les Chinois vendent des brevets au reste du monde. Donc, et puis, c'est un pays qui a un grand dynamisme, on le voit bien, qui a connu des déboires terribles dans le passé, hein, les invasions, la famine, et qui par conséquent est tout à fait axé vers une progression pour le bien-être de sa population, et cela avec un objectif pacifique. Et les États-Unis ne peuvent pas tolérer ça. Ils ont 800 bases militaires à travers le monde, ils en ont des dizaines autour de la Chine et de la Russie, et eux, leur objectif, enfin, ils sont un peu méfiants, un peu prudents, c'est d'attaquer militairement. Ça va être difficile, hein, parce que la Chine a une armée puissante, a la bombe atomique, mais l'objectif, c'est ça. Et en attendant, et au cas où il y aurait une guerre, il faut préparer l'opinion publique. Et l'opinion publique, on la prépare comment? Eh bien, en disant qu'en Chine, tout va mal, que c'est le malheur, les enfants sont amputés, les adultes sont persécutés, emprisonnés, torturés, les femmes sont violées, etc. Ils préparent comme ça l'opinion publique. Au cas ils seraient en mesure un jour de déclencher la troisième guerre mondiale, ce qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait dans les tuyaux. Voilà. Mm-hmm. Monsieur Vivas, qu'est-ce que vous pourrez encore nous dire? Je vous donne vraiment la liberté de conclure et prenez le temps. Qu'est-ce que vous pouvez... Votre témoignage est très important parce qu'on ne va pas tous les jours en Chine. Vous y êtes allé 2 fois. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire à ceux qui suivent l'immersive? Moi, ce que je peux dire, c'est que d'abord, parmi tous les journalistes et écrivains qui s'opposent à moi, il n'y en a aucun qui est allé au Xinjiang. Et aucun, bien sûr, qui est allé 2 fois. Moi, je suis allé 2 fois. Les autres parlent du Xinjiang à partir de ce que leur disent des officiers d'écran de la CIA, ou alors ils se lisent entre eux, hein, autour de la machine à café, comme ça, au bout du couloir, les journalistes discutent, et puis font un papier en disant oui, les Ouïghours, esclavage, persécution, prison, viol, et voilà, ils parlent entre eux comme ça. Mais ils n'ont aucune preuve concrète. Chaque fois d'ailleurs qu'ils ont voulu produire des preuves, on s'est aperçu que c'était des faux. Les témoins sont des faux témoins, et quand ils ont pris des photos, moi je pense notamment aux photos satellites des prisons ouïghours, des prisons au Xinjiang, les photos satellites, chaque fois qu'ils ont produit ces photos, en oubliant d'enlever en dessous les indications des longitudes et des latitudes, chaque fois, donc on peut aller sur le lieu précis, on s'est rendu compte que ce n'était pas un camp de concentration ou une prison, mais une école, un bâtiment administratif, des choses comme ça. Donc, moi je conseille d'ailleurs aux journalistes qui veulent aller au Xinjiang de proposer à l'ambassade de Chine pour avoir un visa, de dire, ben voilà, nous avons des photos satellites avec des longitudes et des latitudes, on nous dit que c'est une photo, que c'est une prison, est-ce qu'on peut aller vérifier? Et les Chinois vont dire, mais bien sûr, venez, vous allez voir. Donc, on ne discute pas ici de la pertinence d'un système politique chinois qui est très différent du système politique français ou belge. On parle ici de la vérité du mensonge. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on discute un jour des mérites comparés des systèmes chinois en matière politique, médiatique, sociale, syndicale, culturelle, gastronomique, tout ce qu'on voudra, mais on ne peut pas le faire. Parce qu'en fait, on ne peut parler de la Chine qu'en traitant la Chine d'ennemi et en inventant en fait des raisons de détester la Chine et de se méfier d'elle. On en est là. C'est tout à fait différent. Et quand quelqu'un comme moi, qui applique la théorie de Jaurès, le courage, c'est de chercher la vérité et de le dire, et de la dire. Quand quelqu'un comme moi écrit des articles ou un livre, aussitôt, tout le monde lui tombe dessus et essaie de prouver que c'est un agent
Pékin, un agent du Parti communiste chinois, que c'est un idiot utile, un dingo, comme a dit Charlie Hebdo, etc. Mais moi, c'est pas ça. Moi je ne suis pas lié au Parti communiste chinois. Ce que je dis là sur la Chine, je le dis parce que je l'ai vu. Hein, et donc, parce que j'y suis allé. Et parce que je vois aussi que les autres mentent. Nous n'avons pas de divergences d'opinion. Nous avons des divergences sur ce qu'est la vérité et le mensonge. Et ce qu'est des choses prouvées, avérées, et ce qui sont des choses qui sont inventées avec la certitude de ne jamais être démenties. Vous pouvez être sûr, si vous avez déjà vu, d'être sûr que vous pouvez critiquer la Chine. Vous pouvez inventer n'importe quoi, vous n'aurez jamais quelqu'un en face de vous qui va vous contredire dans les médias. Il y a des débats, il y a des débats quelquefois télévisés, on peut avoir sur le plateau 8 personnes qui sont 8 personnes hostiles à la Chine. Il n'y en a pas une seule. Hein, il y a 1,4 milliard de Chinois, on aurait pu en trouver un quelquefois pour dire moi je suis d'accord avec mon gouvernement, il n'y en a pas. Donc il y a une propagande anti-chinoise terrible, la source est aux États-Unis. Malheureusement, la France et l'Union européenne sont des petits garçons qui suivent Trump ou Biden en lui tenant la main. Et donc la France n'est pas indépendante. La France a rompu depuis longtemps avec la politique d'indépendance du général de Gaulle. Actuellement, nous suivons les États-Unis, quoi qu'ils disent, sur la Chine, sur la Russie et sur beaucoup d'autres choses encore. Il faudrait se démarquer de ça, parce que la Chine, non seulement, je vous disais, est un pays dynamique, mais la Chine va bientôt arriver chez nous avec notamment, vous savez, la route de la soie. Et avec la route de la soie, ce sont des liaisons ferroviaires, routières, maritimes. Et le commerce chinois va arriver chez nous. Il va falloir qu'on discute avec eux, il va falloir qu'on commerce avec eux, il va falloir qu'on fasse avec eux des affaires. Et on ne les fera pas si on les considère comme des génocideurs, des meurtriers, des tortionnaires, des menteurs, des dictateurs. On ne le fera pas. Et donc, il faut vraiment, si l'on peut, il faudrait vraiment qu'on arrive à apaiser un peu le climat, qu'on arrive à plus de vérité sur la Chine. Encore une fois, je vous dis, pas pour épouser leur système. Ils ne nous le demandent pas. Pas pour leur imposer le nôtre. Ils n'en veulent pas. Ce n'est pas dans leur culture, ce n'est pas dans leur histoire millénaire. Ils ne veulent pas. Il ne faudrait pas. Le système de moi, je parlais avec des journalistes chinois, ils me disent, mais votre système politique, votre démocratie, dans laquelle quelqu'un, quand il a eu 50% des voix, plus une, peut faire ce qu'il veut pendant 4 ou 5 ans, nous n'en voulons pas. C'est pas comme ça que ça marche chez nous. Et apparemment, comme ça marche chez eux, ça nous déplaît à nous, mais ça a permis en quelques décennies de sortir la Chine de la misère et de la famine, et de faire de la Chine, qui était un pays pauvre, et bien bientôt la première puissance du monde. Alors voilà, donc encore une fois, moi je plaide pour la vérité. Je ne suis pas, je suis pas payé par les Chinois. Hein. Depuis la première fois où je suis allé en Chine, je vous disais que c'était en 2008, j'ai été effaré par la différence qu'il y avait entre ce que je voyais et ce que nous avait dit, et je l'ai constaté encore plusieurs fois, en 2007, en 2018, et je vois aussi la vitesse fulgurante à laquelle ce pays se développe. Il va falloir qu'on considère un jour que peut-être le modèle français, s'il en fallait un, c'est pas forcément les États-Unis d'Amérique qui ont commencé pour se créer, à faire un génocide de tous les Indiens, et qui assurent leur puissance actuelle avec une armée qui est l'armée la plus puissante que le monde ait jamais connue, et qui peut attaquer et détruire n'importe quel pays dans lequel ils pensent qu'il y a des ressources naturelles à piller. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Mon parti pris pour les Ouïghours, c'est un parti pris de vérité. Après, dans un climat plus apaisé, un jour peut-être, j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir, et puis de voir tous les défauts qui existent au Xinjiang et dont on pourrait parler sereinement. Et pour l'instant, je suis obligé de passer mon temps à me battre pour répondre aux mensonges. Et je le fais calmement, je le fais sans trop de colère.
Vous êtes allé chercher la vérité et très très loin et vous êtes venu la dire ici. Vous avez évoqué tout à l'heure Jean Jaurès. Vous lui ressemblez un peu physiquement, on est d'accord. Et vous Vous savez que avez, vous avez la même barbe, mais pas seulement. Et ça me rappelle, j'étais encore très jeune, j'étais au lycée quand j'ai découvert, je connais ça par cœur, quand il avait dit, je crois lors d'un discours à la jeunesse française, il avait dit, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. C'était le siècle dernier en 1903 et on n'en est pas encore sorti, non? Et vous savez que oui, bien sûr. D'ailleurs, je le cite dans mon prochain livre. Vous voyez, vous avez dû lire mes brouillons. Je le cite dans mon prochain livre. Je cite la citation exacte, parce qu'en général, on ne dit que le début de la citation. Là, on vous avait donné la citation exacte et vous Moi, savez, je l'avais apprise par cœur. Ça reste dans les petits. et vous C'est savez comme le peut-être vélo, hein? Et vous On savez oublie peut-être jamais. que Jean Jaurès était originaire du département voisin du mien. Moi, je suis de la Haute-Garonne. Lui, il était du Tarn. Et il a été professeur de philosophie à Toulouse. Et il a été aussi conseiller municipal de Toulouse. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui nous est très, très, très cher ici. Et donc, il y a beaucoup de points communs. Allez, une dernière question, parce que c'est pas tout le temps que j'ai la chance de vous avoir. Et je vous l'avais dit, ça fait plusieurs années que je vous cherche et c'est tout bête pour finalement vous trouver à je ne sais pas combien de kilomètres à vol d'oiseau. Hein. Bruxelles et Toulouse, c'est pas aussi loin. Euh, L'avenir des BRICS, à leur tête la Chine. Oui, dans les BRICS, alors il faut le rappeler pour nos auditeurs, téléspectateurs, c'est un conglomérat qui englobe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, South Tout à Africa. fait. Et donc, et actuellement, sans doute vous l'avez vu, il y a des pays qui veulent rejoindre la BRICS. Donc, c'est donc une organisation qui va certainement prendre de l'ampleur et qui, quand on regarde le nombre de personnes que ça représente, c'est une grande partie de l'humanité. Une grande partie de l'humanité en nombre d'habitants. Absolument. Peut-être plus de la moitié. Et ça va continuer, ça va encore grossir. Vous savez, en France, on a l'habitude, enfin dans nos médias, de parler de la communauté internationale quand on veut parler des États-Unis et puis de l'Europe. On dit la communauté internationale condamne le comportement de la Chine ou condamne l'invasion de l'Ukraine, etc. Mais la communauté internationale, c'est pas ça. Les pays dont je viens de vous parler, les États-Unis et quelques pays européens, c'est une minorité. La communauté internationale, elle est ailleurs. Elle est en dehors de ces pays-là. On a quelquefois un vieux réflexe colonial qui continue à nous faire penser que nous sommes le centre du monde, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes une minorité, et une minorité qui, de plus en plus, va voir d'autres puissances se créer, d'autres organismes, d'autres conglomérats, d'autres alliances qui vont devenir de plus en plus puissantes et de plus en plus efficaces. Et les BRICS, effectivement, vont jouer ce rôle-là. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut en avoir peur ou alors, comme vous avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit, la Chine, il faut commercer avec la Chine. La Chine doit être un partenaire. Est-ce que les États-Unis aujourd'hui ont la possibilité de détruire ce grand géant asiatique qui arrive à sa vitesse, mais il arrive? Apparemment ils n'en ont pas la possibilité. La Chine, aujourd'hui, commerce avec une grande partie du monde. Je vous disais que la route de la soie, ça englobe des dizaines de pays qui ont signé des contrats. Il y a les BRICS, il y a aussi une communauté asiatique. Et puis la Chine, encore une fois, je vous disais, alors l'économie chinoise aussi, à mon avis, on ne peut pas la détruire. Elle est tellement imbriquée avec les autres pays qu'il est difficile de prendre les sanctions contre elle. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la guerre, je vous disais. Hein, donc, mais pour l'instant, c'est un peu difficile de l'envisager, même si on la prépare. Moi, est-ce qu'il faut avoir peur de la Chine? Moi, je veux bien croire, hein, même je crois, au discours répété des autorités chinoises
qui est le développement de la Chine dans une communauté de destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine va se développer pacifiquement avec un intérêt réciproque avec les pays qui commercent avec elle. Et non pas pareil, en écrasant les pays qui commercent avec elle. C'est tout à fait différent de ce que disent les États-Unis, qui disent mais First America. Joe Biden, à peine élu, avait dit la Chine est prête pour diriger le monde. Et puis on voit bien que leur armée est faite pour ça. Les Chinois disent non, ils n'ont pas d'armée en dehors de leurs frontières. Ils ont une seule base, elle est à Djibouti, mais elle est là pour sécuriser un passage crucial pour leurs bateaux. Mais sinon, la Chine n'a pas de base militaire. La Chine ne menace aucun pays du monde. La Chine n'a pas des navires de guerre dans les Caraïbes, comme les États-Unis en ont auprès de Taïwan. Donc, elle plaide pour un ordre mondial multipolaire? Absolument, la Chine pense qu'il faut effectivement négocier avec tous les pays dans des opérations gagnant-gagnant. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs avec l'Afrique. Je sais que les médias occidentaux essaient par tous les moyens de critiquer ce qui se fait là-bas, mais ce qui se fait en Afrique, de plus en plus, et dans de plus en plus de pays, c'est que la Chine signe des contrats de développement là-bas. Évidemment, elle prend ce dont elle a besoin, des terres pour quelquefois cultiver ou des matériaux, mais en même temps, elle construit des écoles, des ponts, des routes, des hôpitaux, et surtout, à aucun moment, elle n'essaie d'intervenir dans la politique des pays avec qui elle commerce. Elle n'essaie pas de les renverser. C'est tout à fait différent de ce que fait la France ou de ce que font les États-Unis. Ils ne cessent, là où ils sont, d'essayer de faire un coup d'État. Vous savez, il y a un dicton, une plaisanterie qui dit « Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a jamais de coup d'État aux États-Unis d'Amérique ?» La réponse, c'est parce que c'est le seul pays du monde où il n'y a pas d'ambassade américaine. Voilà. Donc, les États-Unis sont les champions non seulement des agressions militaires directes et franches, mais aussi des coups d'État. Les Chinois disent et redisent qu'en fait, ils veulent un développement pacifique dans une communauté de destin, c'est-à-dire pour un bonheur croissant. Et pour l'instant, ils s'en tiennent à ça. Et moi, je veux bien croire que dans quelques années, quand ils seront devenus la première puissance, ils vont continuer à raisonner comme ça. Et j'espère que nous, à ce moment-là, on sera en position pour pouvoir revoir notre position envers la Chine, le discours qu'on a avec eux, et pour faire un peu tomber toute notre propagande qui est propagande de haine et qui est porteuse de guerre future. C'est votre dernier mot? Si vous voulez, oui. Donc, mon dernier mot, je suis content que vous m'ayez incité à dire qu'en fait, il y a peut-être un espoir pour l'humanité, et cet espoir, c'est de voir un développement des grandes puissances dans une communauté de destin, donc dans la paix. Très bien. Maxime Vivas, on fera une troisième partie pour parler du Dalai Lama. Vous me l'aviez promis aussi. Oui, oui, avec plaisir. Merci en tout cas pour cette belle immersive et à très vite, j'espère. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.